Merci. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Jessica Feder, je suis directrice des soins et chef de service d'un service d'aide humaine à domicile, service autonomie à domicile, sur la région mulhousienne et colmarienne, mais également un service autonomie à domicile dans le Bas-Rhin. Et je travaille au sein d'Handicap Service à l'Istère. Donc au niveau de la thématique, ne confondez pas mon fauteuil avec mon fauteuil roulant. On voit que le fauteuil ce matin était vraiment une image très portée et très parlante sur la différence effectivement entre le fauteuil lieu de vie et le fauteuil roulant qui est un petit peu l'emblème du soin de manière générale. Donc moi je vais vous parler d'un exemple au sein de l'habitat inclusif de la Passerelle à Mulhouse. Avant cela, en quelques lignes, d'expliquer un petit peu ce que c'est l'habitat inclusif et notre dispositif. Donc tout d'abord, le dispositif que je vais vous présenter s'inscrit dans une dynamique qui est innovante. Innovante, si on peut parler d'un habitat inclusif qui a démarré il y a presque 20 ans déjà. Donc l'habitat inclusif, c'est quelque chose à la fois de novateur, mais qui en même temps s'est inscrit dans le temps. L'objectif de ces habitats inclusifs, c'est d'accompagner des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire. Donc des personnes en situation de handicap, les personnes que nous accompagnons sont tous des adultes en situation de handicap, avec un handicap qui va être soit acquis, soit avec une pathologie dégénérative ou évolutive. Ce sont des personnes cérébrolésées, donc avec des pathologies qui vont de la sclérose en plaques, maladie de Charcot, des personnes avec un AVC, maladie de Parkinson, mais également des personnes traumatisées crâniennes qui ont eu un accident de la voie publique. Voilà, un petit peu le panel de personnes que nous accompagnons. Au sein de notre association, nous avons effectivement différents types d'accompagnement. C'est une plateforme de services qui à la fois va accompagner des personnes au sein d'accueil de jour sur la région mulhousienne et colmarienne. Nous avons également des accompagnements avec des SAMSA, région tout le territoire du GHT12, et donc également des services autonomie à domicile sur la région mulhousienne et également colmarienne. Le tout premier site d'habitat inclusif a vu le jour en 2009. En 2009, sur Mulhouse, la résidence La Passerelle. Et ce site d'habitat inclusif, alors qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement la possibilité de permettre à des personnes, ce tout premier site en fait, c'était dans l'idée de se dire comment faire sortir des personnes qui sont à l'hôpital, qui sont dans des lits d'hôpitaux, qui n'ont plus leur place dans les lits d'hôpitaux, mais qui à un moment donné ont moins de 60 ans, où vont-elles aller, où vont-elles vivre ? Et donc c'est dans cette optique-là qu'est né le premier habitat inclusif. Et l'idée c'était de faire travailler des partenaires bailleurs sociaux, mais également notre association, et de pouvoir créer des habitats qui permettent aux personnes de vivre en autonomie malgré une forte dépendance. Et c'est ainsi entre 2007 et 2009, cette résidence, il y a eu de la transformation des appartements afin d'élargir les espaces, de permettre des salles de bain qui puissent être avec des douches à l'italienne. C'était quelque chose d'assez novateur il y a de ça 20 ans. Et qui pourtant est la base aujourd'hui maintenant des habitats de plus en plus d'habitats vont vers ce type d'accompagnement et vers ce type d'installation. Alors, ces habitats, pour pouvoir permettre à des personnes d'y vivre, elles ont besoin d'être étayées avec un service d'autonomie à domicile. Et c'est un petit peu le prérequis pour les personnes qui viennent dans ces habitats. C'est effectivement d'avoir un accompagnement par un service d'autonomie à domicile. Donc ce service d'autonomie à domicile, il intervient dans ces habitats inclusifs qui sont très souvent organisés en grappes d'habitat et qui permettent un environnement de vie en favorisant la mutualisation des ressources. Donc je le disais tout à l'heure, ces habitats, les personnes y vivent, elles sont chez elles louent leur appartement. Ça c'est important, c'est fondamental. Nous ne sommes pas une institution, les personnes sont chez elles. Donc les murs, le financement des murs et de la domotique, c'est en lien avec le bailleur social. Voilà. Ensuite, les personnes, elles ont des prestations d'accompagnement, des services, notamment le service d'accompagnement et d'aide à domicile. Ce sont des financements soit en termes de PCH, soit en termes d'APA, soit assurantiels, en fonction de la situation de vie de la personne et ce qui lui est arrivé. Ensuite, il va y avoir d'autres financements, notamment avec de l'aide à la vie partagée, de l'animation, on y reviendra peut-être tout à l'heure, où là, on va être sur un financement CEA. Voilà.
Et également, du coup, de l'aide aussi dans le soin, avec là tout l'étayage de milieu ordinaire, avec la CPRM, avec les cabinets libéraux, mais également avec le dispositif que je vais vous présenter tout à l'heure, avec un autre dispositif qui s'appelle le Femmes hors les murs, que l'on a conduit depuis 2020, où là on est sur un financement ARS. Voilà. Donc pour aller un petit peu plus loin, donc ces habitats, je vous disais tout à l'heure, ils se sont développés au fur et à mesure entre 2009 et 2024. 5 habitats inclusifs avec des modèles très différents. On va être de l'habitat où les personnes vivent dans des maisons qu'elles vont partager, un peu comme de la colocation, avec des espaces de vie collectifs et des espaces de vie privatifs. Ça, ce sont les maisons familiales à Lutherbach. On a d'autres modèles où c'est des résidences, où les personnes sont en totale autonomie, elles sont chez elles, elles sont dans leur appartement, des T2 jusqu'au T4. C'est tout à fait possible d'accueillir des personnes qui soient isolées, en famille, en vie de couple. Tout va dépendre de la nature, de la vie de la personne, en fait, finalement. Voilà. Alors, pardon. Voilà. Alors, selon la dépendance de la personne dans ces logements, il peut y avoir effectivement des aides techniques, telles que des soulève-personnes, des aménagements qui sont dédiés aux espaces de soins. Et l'enjeu va être bien évidemment donc de faire cohabiter la vie et le soin dans un même espace. Au fur et à mesure des accompagnements, notre public est forcément vieillissant, avec des besoins en soins qui ont été grandissants. Et donc depuis 2020, notre dispositif d'aide à domicile a été renforcé par le Femmes hors les murs. C'est un dispositif qui permet une sécurisation sanitaire qui est maintenant à présent essentielle et qui permet un suivi individualisé en santé, mais également la coordination conjointe avec les équipes du domicile, c'est-à-dire à la fois la cohabitation et le partage d'expériences et de travail avec les équipes d'auxiliaires de vie, mais aussi avec les équipes des cabinets libéraux, les orthophonistes également, un gros travail d'accompagnement avec les orthophonistes, les kinésithérapeutes, bien évidemment les médecins traitants, mais aussi avec des équipes d'HAD avec lesquelles on collabore énormément. Les professionnels du Femmes hors les murs, elles jouent donc un rôle vraiment d'interface qui garantissent la cohérence du parcours de soins sans pour autant remettre en cause le fait de pouvoir vivre dans son lieu de vie. Et ce Femmes hors les murs, il est composé chez nous d'infirmiers, d'aides-soignants et également d'un médecin. Voilà. Donc ce qui est vraiment important, j'insiste dessus, c'est vraiment sur la logique de se dire que les personnes, elles sont chez elles, donc c'est du droit commun, elles vivent chez elles. L'importance du partenariat, qu'on n'est pas tout seul, effectivement, il faut un logement qui soit adapté, mais également un étayage qui soit, pensé et raisonné et partagé. Et à un moment donné, c'est de se questionner comment le soin peut accompagner la personne au domicile sans que le soin soit la condition de vie. Je vais vous parler d'une situation d'une personne, de Monsieur V, et la notion d'effectivement et c'est tout l'enjeu, et c'est un petit peu compliqué des fois à expliquer aux personnes qu'on accompagne, nous ne sommes pas une institution, vous êtes chez vous, mais pour autant on va faire notre maximum pour sécuriser votre accompagnement au domicile. Donc concrètement, la situation de Monsieur V. Monsieur V est né en 1960 et par un hasard de la vie, on va dire, un accident de la vie, en 2019, il a un accident de la voie publique et ce monsieur se retrouve tétraplégique. Il a donc 59 ans. Il est totalement dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne. Il est en incapacité de se mobiliser. Il ne peut rien bouger. Il est totalement dépendant pour la toilette, pour l'habillage, pour les transferts, les levées, s'alimenter, tout en fait. Ce monsieur n'a aucun trouble cognitif, il a toute sa tête et se pose la question lorsqu'il est à l'hôpital, où va-t-il vivre? Sachant qu'à 59 ans, pour lui, il est hors de question de vivre en EHPAD. Un accompagnement pendant quelques semaines, voire quelques mois, en milieu hospitalier, mais surtout en SMR, pour un petit peu essayer de voir quel était son projet de vie, qu'est-ce qui était important pour lui, et quels étaient ses choix, quelles étaient ses orientations prioritaires, pourquoi il voulait vivre en milieu dit ordinaire, et surtout aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui, comment on peut l'accompagner. On a pu effectivement avoir une place à ce moment-là dans ce site d'habitat inclusif qui est donc à la Passerelle, à Mulhouse, qui a l'habitude d'accompagner des personnes en forte dépendance physique, et qui du coup a pu permettre à ce monsieur de pouvoir avoir un habitat
c'est un T2. Il a pu effectivement intégrer ce logement en 2020. Et en 2020, on a commencé l'accompagnement de ce monsieur. Donc, on a d'abord mis en place tout l'accompagnement en aide humaine, bien évidemment. L'accompagnement, effectivement, aussi avec un cabinet libéral, parce qu'effectivement, ce monsieur, il avait besoin de passages très réguliers sur la préparation de médicaments, sur la prise de constante, également la surveillance de l'état cutané. Voilà, donc une étroite collaboration aussi avec l'équipe d'auxiliaires de vie au quotidien. Notre femme hors les murs, et c'est là sa plus-value, effectivement, a permis cette coordination à la fois en formant nos auxiliaires de vie à comment accompagner un monsieur qui est tétraplégique, mais aussi comment accompagner l'équipe, le cabinet libéral sur certains moments, de se dire, ben voilà, il y a ce soin qui va être fait pour un soin d'élimination, ben les professionnels du service autonomie à domicile peuvent venir à telle et telle heure. Voilà, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'il faut décaler? Monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur, il est plus fatigué le matin, il préfère sa toilette le soir. Allez, on décale au soir. Le lendemain, ça va être autrement. C'est cette souplesse-là et cette adaptabilité qu'a permis le femme hors les murs. Voilà, et de temps en temps, pallier effectivement aux soins techniques lorsque le cabinet libéral ne peut pas forcément se déplacer à tel ou tel moment. Voilà, donc ça a commencé à se construire comme ça, avec des passages importants, avec une aide 24 heures sur 24 avec notre service d'aide humaine à domicile, donc de jour comme de nuit. Donc il a fallu l'organiser aussi, donc beaucoup d'adaptation, beaucoup de souplesse effectivement pour l'accompagnement de ce monsieur. C'est un monsieur qui a un état de santé qui est fragile, qui est marqué très régulièrement par des infections respiratoires et qui entraîne des hospitalisations qui sont répétées, hospitalisations qui sont difficiles à vivre pour monsieur, surtout lors des passages aux urgences, qui sont longs. Monsieur est sur un brancard, c'est très compliqué à vivre, il est seul, il a peur, et ces passages aux urgences deviennent des moments extrêmement angoissants, et au point que monsieur va nier le besoin de soins et nier le besoin d'accompagnement. Donc cette situation, bien évidemment, a été observée par les auxiliaires de vie, par notre femme hors les murs, et on ne peut pas laisser les choses comme ça. Donc l'idée a été d'accompagner accompagner ce monsieur sans qu'il y ait moins de passages au niveau des urgences et de respecter son choix d'y aller le moins possible. Donc c'est toujours cette balance bénéfice-risque qui est difficile à peser et à sous-peser, mais on essaye, dans la volonté de la personne, en aidant du domiciliaire, on respecte le choix de la personne et on essaye d'aller au bout de ce qu'on peut proposer. Donc comment on a essayé de s'organiser face à cette situation? Donc le Femme hors les murs, il s'est mobilisé, il a organisé beaucoup de choses. C'est une construction qui s'est presque faite sur une année. Il a associé les équipes donc du service autonomie à domicile, mais pas que. Bien évidemment, le médecin traitant a été fortement impliqué dans ces démarches-là. Mais on a également sollicité l'HAD pour leurs conseils, leur expertise, savoir comment ça se passe avec eux dans d'autres situations, et également l'entourage de ce monsieur. Il avait une présence, un aidant, qui fait toujours énormément de choses pour ce monsieur. Donc on a organisé plusieurs actions autour de monsieur, qui se sont mis en œuvre. On a élaboré des protocoles qui n'existaient pas avant sur la prise en charge de nuit. Qu'est-ce qui se passe si la nuit il y a un souci? Comment ça se passe s'il y a de l'oxygène à mettre en place? Qui s'en occupe? Comment? Quelle conduite à tenir? La formation des professionnels d'aide à domicile. Effectivement, le Femme hors les murs, du coup, a formé nos professionnels d'aide à domicile, a été énormément rassurant pour les équipes. Et ça, c'est un point important, vraiment dans le quotidien des auxiliaires de vie et qui les rassure, mais qui rassure aussi le monsieur. De se dire qu'effectivement, on parle tous le même langage, on va tous dans la même direction et il y a une vraie coordination, une vraie collaboration entre tous les acteurs. Un des moments clés a été la réunion de tous ces interlocuteurs au domicile de monsieur pour vraiment justement pouvoir partager la même chose et avancer ensemble. On a pu, lors de ces moments-là, parler de ses choix, de son souhait, comment il voyait l'hospitalisation, comment il voyait ses passages aux urgences et qu'est-ce que nous, on pouvait faire, quelles étaient nos limites de tous les intervenants. Et à ce moment-là, on a pu parler de fiches d'identité remarquable, je cherchais mon mot, la fiche de patient remarquable par le SAMU, qui est une fiche effectivement où vont être précisés les souhaits de la personne, à partir de quand on va considérer que cette personne-là, quand on appelle le SAMU, est-ce qu'elle va rester chez elle, mais il va y avoir un suivi à distance, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place. On a pu faire un accompagnement qui a été gradué
en fonction de la nécessité de la personne. Si elle avait une saturation à 96%, où est-ce qu'on allait? Est-ce qu'elle allait à l'hôpital ou pas? Jusqu'à quel seuil de saturation? Tout ça a été protocolisé, tout ça a été travaillé avec monsieur. Et c'est monsieur qui a donné son go. Allez, on y va, on va jusque-là dans cet accompagnement-là. Mais pour arriver à ça, pour arriver à cette finalité-là, il a fallu vraiment que tout le monde se mette en ordre de marche et qu'on parle de la même voix. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est complexe à mener et qui, pour autant, est faisable et fonctionne très bien pour ce monsieur. Ça a été un grand moment aussi, on a parlé de directive anticipée. À 59 ans, c'est difficile de parler de directive anticipée, quoique il n'y a pas d'âge, on le sait bien. Hein. Mais pour autant, ça a été un moment important et de dire aussi à ce monsieur qu'effectivement c'est révocable à tout moment, que ce n'est pas une fin en soi et on peut changer d'avis. Et même la fiche remarquable, fiche patient remarquable, on peut changer d'avis au dernier moment. Ça, c'était aussi très important pour ce monsieur. Donc beaucoup de protocoles ont été mis en place, mais pas que. Ça a vraiment permis de clarifier les rôles des uns et des autres, sécuriser les pratiques des professionnels et anticiper les situations de crise aussi. Donc tout le monde était au courant de comment ça pouvait se passer. Et le monsieur, en premier lieu, effectivement, disait « Ah là, je sens que ça ne va pas. On stabilise les choses en se disant « Bon voilà, on sait tous comment fonctionner. Ça rassure tout le monde et on évite des passages aux urgences. » Donc voilà, cette organisation elle a vraiment illustré la valeur ajoutée pour nous du Femmes hors les murs, qui a permis cette coordination de soins, mais également du soutien aux équipes, qui est vraiment fondamental, la sécurisation du maintien à domicile et surtout le respect du projet de vie de la personne. Donc ainsi, le maintien à domicile de ce monsieur est possible, tout en respectant ses choix et sa dignité. Et c'est vrai que la co-construction avec la personne accompagnée, elle est fondamentale. Et par cette situation, on voulait montrer aussi que ce monsieur, au tout début de son arrivée dans cet habitat, le soin était partout. Et c'était ça qui était prépondérant. On était toujours dessus, ben voilà, est-ce qu'il va désaturer, pas désaturer? Et ça rythmait toute sa journée. Et à partir du moment où on a pu poser les choses, où on a pu décider ensemble de comment on allait avancer nous en tant qu'accompagnants, mais surtout comment lui, il avait décidé effectivement de rythmer sa journée, de rythmer les passages des soignants, il a pu à un moment donné se dire le soin, ok, c'est vital chez moi, je ne peux pas faire sans, mais pour autant je ne suis pas que ça. Et c'est à partir du moment où on a pu poser les choses comme ça que ce monsieur, il a commencé à aménager son espace de vie, à prendre vie dans son espace et à pouvoir avoir envie de faire d'autres choses. On a pu commencer à faire des temps de vie sociale où on a pu sortir du logement. Ok, il y a la bouteille d'oxygène, ok, il y a peut-être ce risque-là, mais on sait qu'il y a quelque chose derrière. On a posé le cadre, il a posé ses limites d'accompagnement et jusqu'où on pouvait aller. Et donc, à partir de ce moment-là, il a accepté de sortir de chez lui, de voir autrement les choses, d'échanger sur autre chose que son accompagnement en santé. Et là, de le découvrir lui autrement que dans l'intimité, mais là, du coup, dans l'intime, comme on l'a évoqué ce matin, où il a pu commencer à parler de lui, de ses aspirations, de ce qu'il voulait. Et ça, c'est important, effectivement. Mais il a fallu vraiment d'abord travailler sur le soin, qui était un incontournable et l'essentiel de son accompagnement lorsqu'il est arrivé au sein de cet habitat inclusif. Donc, effectivement, voilà. Ce que je voulais résumer, c'est qu'effectivement le soin il est omniprésent, qu'il ne faut pas le nier, mais qu'il peut facilement, il est structurant, mais il peut devenir envahissant. Et le risque est alors de transformer un lieu de vie en lieu de soins de manière très insidieuse. Et c'est alors effectivement ce que je vous disais en introduction, l'importance de tout le titre aussi de ce sujet. Ne confondez pas mon fauteuil avec mon fauteuil roulant. Certes, le fauteuil roulant renvoie aux soins, au handicap, à la dépendance, qui peut être très importante, et le fauteuil le renvoie au domicile, au confort, à la vie, au quotidien. Et vraiment, l'enjeu, c'est vraiment de ne pas réduire la personne à ses besoins en soins, et cela implique vraiment, comme je l'ai mis là sur la slide, une organisation qui soit souple et partagée. Vraiment, le partage d'informations avec les cabinets libéraux, c'est vraiment fondamental. Mais une responsabilité partagée. Quelqu'un l'a évoqué ce matin, et même, je crois même en introduction, sur la notion de faire vivre ensemble une géographie de la santé et de l'intime. Et cette géographie de la santé, c'est vraiment à un moment donné de réunir tous ces partenaires et tous ces acteurs avec la personne, bien évidemment, et rendre acteurs, mais des acteurs de responsabilité qui soient partagés. Ça, c'est important. C'est pas juste l'un qui a décidé et tout le monde fait comme cette personne a décidé. Non, chacun a sa part, y compris la personne que l'on accompagne.
Une vigilance qui soit constante à la place du soin. C'est pas parce qu'on a mis en place à un moment donné un protocole et des décisions qui ont été prises que c'est pas changeant, que c'est pas révocable et qu'à un moment donné, ça doit pas être re-questionné. Ça, c'est très important. Et donc, que le soin doit rester un support à la vie et non pas son centre, et que c'est un moyen. Et qu'effectivement, au sein de notre association, c'est très important de pouvoir permettre à la personne de vivre chez elle, mais également de maintenir une vie sociale. Donc, effectivement, le soin, une fois que c'est posé, on avance avec tout ça, il y a autre chose derrière, que le soin n'est pas la vie. La vie sociale, la vie au sens de droit commun, et qu'il est important effectivement de préserver cette autonomie décisionnelle qui à un moment donné va avoir un impact sur toute la vie de la personne. Et pourquoi on le fait aussi, et ça c'est un enjeu qui est fort, qui est toujours le même, c'est la notion d'éviter cette institutionnalisation. À la fois sur notion d'EHPAD, mais pas que, cette institutionnalisation, cette hospitalisation qui peut peut-être être évitée à certains moments. Notre femme hors les murs permet effectivement, dans beaucoup de situations, d'éviter des allers-retours à l'hôpital. Voilà. Donc en conclusion, ce que je voulais dire, effectivement, accompagner à domicile, ce n'est pas seulement soigner, c'est permettre à la personne de continuer à vivre selon ses propres choix. Et donc notre enjeu principal, bien évidemment, ce n'est pas seulement de soigner, c'est de ne jamais oublier que nous intervenons chez quelqu'un. Voilà.